bonjour et bienvenue sur Les Deux Rives. Dimanche 25 mars 2023, il y a eu quelque chose de très important à Cuba. Il y a eu les élections législatives, donc des élections législatives qui ont rassemblé la population puisqu'il y a 75,9% de participation. Donc, 90% de bulletins exprimés, 6% de bulletins blancs, 3% de bulletins nuls. J'arrondis, on ne va pas chercher la petite bête. Tout ça pour dire qu'il y a eu une grosse participation pour ces élections parlementaires à Cuba, donc qui élisent 605 députés à l'Assemblée du pouvoir populaire qui, excusez du peu, a la faculté notamment d'élire le président de la République, son vice-président, les membres du Conseil d'État. Donc c'est une élection très importante pour Cuba. Et évidemment, il n'y a pas un mot dans les médias internationaux. On peut comparer, par exemple, quand il y a des élections parlementaires en Espagne, en Angleterre, alors sans parler des États-Unis, bien entendu, ça fait la une des médias. Mais pourtant, ces mêmes médias qui aiment discréditer Cuba ne parlent pas de la vie démocratique cubaine. Et pour parler de la vie démocratique cubaine sur les deux rives, nous sommes avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu sur notre rive. Vous le connaissez tous. Je vais quand même le présenter puisqu'il s'agit de Victor Dedage. Est-il besoin de présenter Victor Dedage? Bon, on va tout de même dire deux, trois trucs. Victor Dedage est administrateur du Grand Soir. Victor Dedage a écrit beaucoup sur Cuba. Il vient justement de sortir un livre, Cuba sous embargo, aux éditions Telga. Je vous conseille de l'acheter, de le lire. Ça va vous donner une idée de la cruauté du blocus contre nos amis cubains. On en parlera certainement un peu plus tard. Et puis, depuis maintenant plusieurs mois, années même, Victor a pris le flambeau, on va dire, en France de la lutte pour la vérité sur l'affaire Julian Assange. Certainement, vous le connaissez peut-être sous cet angle-là, comme spécialiste en France ou dans le monde francophone et anglophone aussi de l'affaire Assange, de la persécution de ce journaliste. Mais ce n'est pas pour parler d'Assange, en tout cas pas pour centrer sur Assange, parce que bon, je suis sûr que Victor essaiera tout de même de dévier cette interview pour en parler un petit peu, je le connais, mais pour parler donc de Cuba, qu'il connaît bien. Voilà, j'ai fini la présentation de Victor. Je rajouterai pour ceux qui connaissent les deux rives depuis longtemps, donc qu'ils savent certainement que Victor fait les meilleures pizzas de la région Île-de-France, ne l'oublions pas. Voilà, Victor, bonjour, merci d'être avec nous. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Ça va bien. Un peu fatigué des conférences qui s'enchaînent sur Assange, mais c'est en même temps une bonne nouvelle, donc ça me requinque. Super. Du coup, elle était pas mal, ma présentation, ou tu veux rajouter quelque chose? Oh non, ça va bien, même peut-être un peu trop, j'en sais rien. Spécialiste de l'affaire Assange, ouais, disons que je suis l'affaire depuis 10 ans. Je me suis plongé dedans. Je l'ai redécouvert lorsque j'ai su qu'il était en danger, que sa vie était en danger. Et puis voilà, je mène depuis 4 ans à temps plein quasiment ce combat-là. Quant à Cuba, bah, c'est une longue amitié, amour même pour cette île qui date début des années 90. Oui, on te remercie, en tout cas pour l'affaire Assange, parce que on a appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, personnellement, j'ai appris énormément de choses grâce aux articles, aux conférences et à ton activisme sur cette affaire-là. Donc, évidemment, je vous recommande aussi Ah, d'aller on sur peut faire un Internet. parallèle, hein, je vais le faire tout de suite, c'est que la quantité de désinformation et la décontextualisation sont absolument similaires. C'est-à-dire, c'est une attaque contre l'Empire, contre Cuba, c'est le même type d'attaque contre un individu, une organisation qui représentait un danger existentiel. Donc on retrouve un peu les mêmes ressorts, les mêmes injustices, la même arrogance, le même haine. Mm. Et les mêmes Donc, mensonges aussi, parce qu'il ouais, y a bien énormément de sûr, mensonges ou de déformation de la réalité sur l'affaire tout, Assange. tout ça. Disons que j'étais intellectuellement préparé avec des années de militantisme pour Cuba pour me glisser, si tu veux, dans ce combat-là. C'était du déjà vu. Mm. Voilà.
Eh ben, écoute, on va revenir sur Cuba, en tout cas pour l'instant. Donc déjà, comment expliques-tu que cette élection, donc qui est de tous les 5 ans à Cuba, hein, qui est finalement l'élection la plus importante hein, pour la vie politique, sociale, économique cubaine, pourquoi il n'y a pas un traître mot dans les médias aujourd'hui à propos de cette élection? Donc l'élection parlementaire, non? Ben, écoute, ça fait partie de ce que j'appelle, et tu connais l'expression, les ruptures narratives. Cuba est une dictature, on ne peut pas parler des élections. C'est aussi simple que ça. Ou si on en parle, il faut les dénigrer. Je remarque que le pourcentage de participation ferait envie à pas mal de démocraties occidentales et que la quantité de bulletins nuls ou blancs est extrêmement faible pour une dictature. On supposerait que les gens en profiteraient pour exprimer leur mécontentement. Je crois que la grande confusion vient du terme. J'ai arrêté de débattre avec les gens sur la question de la démocratie. Est-ce que Cuba est démocratique ou pas? Tu vois? Parce que je réponds simplement, ça dépend ce que tu définis comme une démocratie. Si pour toi la démocratie c'est le multipartisme, Cuba n'est pas une démocratie. Et j'arrête là si tu veux. Et puis on va parler d'autre chose. Mais à ce moment-là, il faudra reconnaître que la Chine est une démocratie parce qu'en Chine, il y a 9 partis politiques. Il y a peu de gens qui le savent, mais il n'y a pas que le Parti communiste chinois. Si pour toi la démocratie c'est la presse détenue par des milliardaires, Cuba n'est pas une démocratie. Alors Cuba, ce serait quoi? Maintenant, si pour toi la définition de la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple, ah, Cuba est probablement plus proche de la définition de la démocratie que ne l'est la France en ce qui me concerne. Et les événements récents auraient tendance à me le prouver. Je me rends compte que lorsqu'on discute de Cuba, il y a un plafond de verre intellectuel qui est difficile à. Tiens, en parlant de plafond de verre, est-ce que tu peux baisser un petit peu ta caméra parce que tu es en train d'atteindre le plafond. Alors, je ne sais pas s'il est de verre ou de métal, mais tu risques de te faire mal. Voilà, là, on te voit mieux. Oh, voilà, voilà. Et un petit peu haut, là, on voit. Mais très bien, ça ira, c'est mieux. Encore un peu haut. Non, là, il est un peu trop bas, là. T'as toujours dans l'excès, Victor. Voilà, là, on t'a bien, c'est parfait. Ah. Donc, tu nous disais le plafond de verre. Le plafond de verre, c'est qu'ils ont du mal, et on les comprend finalement quand tu prends les choses du point de vue occidental, des pays occidentaux, la plupart en tout cas, ils ont du mal à concevoir un pouvoir qui est réellement dédié à la protection de sa population et qui est à l'écoute et qui est là pour servir la population. Tant bien que mal, hein, dans les conditions qui sont faites à Cuba, le blocus, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont du mal à imaginer. C'est-à-dire qu'ils se sont fait à l'idée que oui, il faut voter tous les 5 ans et puis machin. Et puis c'est ça la démocratie, c'est ce vote, ce machin, cette télévision, ce micmac, ces lois passées contre l'opinion de 80% des Français, la réforme des retraites. Je pense que ce serait par exemple inimaginable à Cuba qu'une loi qui aurait, qui aurait l'opposition de 80% de la population puisse être adoptée d'une manière ou d'une autre. C'est complètement inenvisageable. Ce serait, euh, Ce serait ridicule même de le penser que ça pourrait se traduire. Lorsque l'on constate, moi, les rares fois où j'étais dans des processus comme ça, on assiste à des opérations de consultation qui peuvent durer un an. Par exemple, lorsqu'il s'agit de refaire la Constitution, euh, ça se réunit partout, ça discute partout, on tient compte, il y a 1 million d'amendements qui sont proposés, il paraît-il qu'ils sont tous examinés, et on refait une proposition, etc. Je veux dire, c'est un vrai débat, c'est une vraie communication, c'est un vrai flux d'informations entre le pouvoir et la population pour la partie qui veut bien participer au processus. Oui, Donc, en d'ailleurs, ce sens-là, oui, ouais, c'est le une code des démocratie, familles qui par faisait exemple. un peu, il y avait quelques polémiques évidemment parce qu'il y avait le mariage homosexuel par exemple, il y avait des thèmes qui faisaient polémique dans la société cubaine. Ça a été travaillé en amont Ouais, par ouais, toute la population et puis surtout ça a été soumis à référendum parce que bien sûr. Non, mais tu sais, voilà une autre rupture narrative, parce que tu interroges les gens qui s'y intéressent de loin, etc. Ils ont encore cette image, par exemple, ils vont te dire que la répression des homosexuels à Cuba, les médias se sont gardés de s'attarder sur l'adoption. Je crois que c'est le premier pays d'Amérique latine qui a adopté ça.
le mariage pour tous, quoi. Et il me semble que c'est le premier pays qui l'a adopté en Amérique latine. Toi, tu pourrais me répondre là-dessus. Mais en tout cas, si ce n'est pas le premier, c'est l'un des premiers, quoi. Oui, ça doit être un des trois premiers. Là, j'ai un doute avec l'Argentine et l'Uruguay, Ouais. en tout cas, oui, Voilà, ça fait quoi. partie des trois premiers. Tiens, j'en profite pour te demander de te reculer un petit peu de l'écran parce que Et voilà. en même temps, il faut insister sur un trait, un caractéristique de toute cette campagne, c'est que ce n'est pas la société civile, si je puis dire, qui a poussé qui a revendiqué. Il y a eu des revendications qui ont été entendues, mais le pouvoir lui-même s'en est approprié via notamment l'organisation Sénésex de Mariela Castro, etc. C'est-à-dire que c'était une proposition qui avait l'assentiment du pouvoir cubain. Oui, Mariela Castro, qui est la fille de Raúl Castro, on le précise La pour fille ceux de qui Raúl Castro n'ont pas tilté. et qui précise régulièrement qu'elle n'est pas une dissidente. En fait, c'est l'examen des faits est souvent en contradiction avec les propagandes qui sont menées ici. Alors c'est vrai, à Cuba, il n'y a pas de multiples partis politiques. C'est vrai, à Cuba, il n'y a pas une presse libre et indépendante capitaliste. On ne s'attendrait pas moins à un pays qui est soumis à une sorte de guerre feutrée, pour ne pas dire parfois ouverte. C'est-à-dire que si les mêmes conditions appliquées à Cuba, j'espère on va y revenir, étaient appliquées à tout autre pays, je pense que les conditions politiques seraient probablement, et très probablement même, bien pires qu'à Cuba. C'est-à-dire que Cuba arrive quand même à naviguer dans ces conditions extrêmement difficiles, euh, avec une brio quand même, et une décontraction politique, je trouve. Parce que si je prends un exemple, Cuba a subi 3500 attentats terroristes. À l'échelle de la France, j'aime bien ramener les choses à l'échelle, ça ferait 25 000 attentats. A-t-on la moindre idée à quoi ressemblerait la France au bout de 25 000 attentats et autant de morts? Et Voilà. Et pourtant, à Cuba, tu ne verras jamais un soldat avec un fusil d'assaut se promener dans les gares ou dans les lieux, etc. non. Et justement, Victor, tu mentionnais la vie politique cubaine, non, dans ton explication. Mais tu peux très bien te présenter à l'élection parlementaire sans forcément appartenir au Parti communiste cubain aussi. Il y a Alors ça, d'autres c'est un autre organisations. aspect très drôle de la désinformation, c'est que le Parti communiste cubain ne présente en fait officiellement pas de candidats aux élections. Il accompagne. Il arrive bien sûr qu'il y a des candidats qui sont membres, ce sont des militants, c'est normal, euh, mais le Parti communiste cubain ne présente. D'ailleurs, je crois que aux dernières nouvelles, je ne sais pas combien c'est pour cette élection-ci, mais la dernière fois que j'ai vu des chiffres, il y avait à peine un quart des députés qui étaient membres du Parti communiste. Et je serais curieux d'ailleurs de voir le résultat du nombre de femmes élues, parce que je pense que c'est l'une des assemblées les plus féminisées au monde aussi. Oui, alors je précise là-dessus, au moment où on est en train d'enregistrer cette petite interview, nous n'avons pas les chiffres Ouais. finaux. Non, alors on l'a pour la participation, mais pour avoir une photographie de la nouvelle assemblée cubaine, il faudra attendre quelques jours, on va dire. Quoi qu'il en soit, Yann, il y a d'autres, donc il y a d'autres associations. Comment ça marche? Explique-nous comment ça marche. bah, moi, je trouve que c'est super intéressant. Je ne le connais pas exactement dans le détail parce que je n'ai jamais assisté à un processus direct, mais en discutant avec les Cubains et en lisant, etc., il y a déjà un truc que j'appelle un filtre opportuniste qui fonctionne à merveille à Cuba. Et je le suggère d'ailleurs souvent aux camarades, notamment les Gilets jaunes, qui cherchent des nouveaux moyens de démocratie. Je dis, il faut vous inspirer un peu de ça. C'est un, c'est un coup de maître politique, ça. Comment ça marche? En fait, à Cuba, tu ne te présentes pas aux élections. Alors, dit comme ça, c'est un peu brutal. En fait, tu es choisi comme candidat par tes voisins. C'est-à-dire que naturellement, les voisins, les gens vont choisir dans leur quartier, proposer au moins deux candidats par poste au sommet du pouvoir pyramidal, deux candidats minimum par poste, des gens qu'ils estiment, qu'ils connaissent
et qu'ils estiment dignes de les représenter, qu'ils ont la légitimité. Donc déjà, comme ça, c'est pas les gens qui sont à la recherche du pouvoir qui vont passer à travers les filtres. C'est ça que j'appelle les filtres opportunistes. Ce sont des gens que les voisins connaissent. Alors, ce sont peut-être pas les meilleurs gestionnaires de la planète, mais en tout cas, parce qu'ils sont connus de leurs voisins, ce sont des gens à qui les voisins, à qui les gens font confiance, en tout cas comme personne pour leur qualité humaine. Oui, Et ils sont ensuite, ils ne font pas campagne parce qu'on part du principe que puisqu'ils sont connus, ils n'ont pas besoin de faire campagne. Il y a juste un rappel de leur CV qui est affiché. Et ensuite, le vote a lieu à bulletin secret. Puis voilà, c'est comme ça qu'on se fait élire. voilà. Donc, c'est en fait une assemblée nationale de proximité, on pourrait dire. Moi, il y a un chiffre qui Carrément. m'intéresse. D'ailleurs, ça s'appelle, pardon, le terme, c'est l'Assemblée nationale du pouvoir Pouvoir populaire. populaire, C'est ça exactement. l'organe dirigeant de Cuba. C'est pas le Parti communiste, à mon sens, hein. Voilà. Là, il y a un chiffre qui est intéressant pour cette assemblée de proximité, c'est qu'il y a 605 députés. À peu près la même chose qu'en France. En France, il me semble qu'on en a 577. Donc le même chiffre. Et oui, mais sauf que Cuba, c'est 11 millions d'habitants. Nous, c'est 68 millions d'habitants. Donc là, on voit bien que le député, finalement, est élu sur des circonscriptions beaucoup plus Bah, faibles en nombre, le et ce qui permet barrio, hein, en d'être gros. plus proche des gens. Hein. Le quartier, le barrio, en gros. La municipalité au maximum, quoi. Je veux dire, oui, oui, ce sont des candidats de proximité connus par les gens. Oui. Ce qui Alors, change complètement de chez nous, hein. Je mets au défi combien de Français connaissent leur député, ne serait-ce que par son nom. oui, oui. Oui, et pourtant, il a fait campagne. Mais Oui, effectivement, mais une fois qu'on a voté pour lui, je veux dire, les gens votent pour une étiquette, une sensation, etc. Déjà, s'ils connaissent son nom et s'ils connaissent la personne, c'est encore plus rare. alors qu'est-ce qu'elle signifie, cette élection, pour toi? Donc, on est dans une situation géopolitique particulière en 2023. On est dans une situation aussi régionale particulière. Il y a eu un retour de plusieurs gouvernements euh, progressistes, rose-rouge. Un peu ça. On pense un peu à ce qui s'était passé pendant la première décennie du 21e siècle, même si les gouvernements actuels sont un petit peu plus modérés, mais il n'empêche. Et puis, de l'autre côté, en Amérique latine, on voit aussi la radicalisation de propositions néolibérales, racistes, coloniales, qui pointent leur nez un peu partout sur le continent. Donc, qu'est-ce que signifie ce renouvellement démocratique à Cuba dans cette situation-là? Bah, le renouvellement démocratique, c'est le processus qui continue. Il n'y a pas de renouvellement. Le processus est là depuis 1959, hein. Donc, qu'il y ait Donc, une quand je dis assemblée. renouvellement, c'est le renouvellement électoral, on va dire. C'est les Oui, personnes qui viennent, qui j'aurais rentrent, tendance à d'autres. dire que soit ça ne signifie rien, soit ça signifie tout. Enfin, ça dépend sous quel angle Ça, on c'est le une bonne voit. réponse, ça, Victor. Je n'entendais pas moins de toi. Non, mais je veux dire que c'est la vie qui continue à Cuba, donc on pourrait dire ça signifie rien, c'est juste Cuba continue de mener sa barque. Ça signifie tout parce que Cuba continue de mener sa barque malgré tout. Et que c'est quand même un point un point où, pour se rattraper, si tu veux, comme une sorte de phare constante sur les questions essentielles comme l'indépendance, euh, le patriotisme, Mmh. l'indépendance vis-à-vis des États-Unis notamment, ce qui commence à devenir un peu à la mode. Je pense que Cuba avait raison un petit peu avant son temps. Sans Euh, aucun doute. L'histoire est en train de donner raison à Cuba. Cuba a bien fait de tenir. J'espère que les nouvelles conditions qui vont probablement sortir de tout ce qui est en train de se passer vont permettre à Cuba enfin de souffler un peu. Mais toujours est-il qu'il ne faut jamais oublier le rôle que Cuba a joué en Amérique latine. Je dis souvent, comme dans les médias, on va te parler des prisonniers politiques, terme qu'on pourrait contester, non pas parce que j'ai un amour aveugle pour Cuba, mais quand tu connais les conditions des différents cas, tu te dis, bah, les mêmes personnes en France auraient écopé des mêmes peines, et c'est même pas moi qui le dis, ce sont des gens des services de renseignement français qui m'ont dit un jour. Mais Cuba a aussi été un havre pour
toute l'Amérique latine, pas forcément que progressiste, a accueilli depuis la Révolution un chiffre inconnu de moi, mais j'ai cherché longtemps, je ne l'ai jamais trouvé, a dû accueillir des dizaines, peut-être même plus que ça, de milliers de réfugiés au cours de son histoire, des quatre coins d'Amérique latine et même des quatre coins du monde. C'est un pays, si Cuba n'avait pas été là, la gauche latino-américaine ne serait pas ce qu'elle est. Et cette reconnaissance est à souligner. Il y a quand même quelque chose d'assez incroyable, si tu veux. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Quand j'étais jeune, je me souviens des grands débats qu'il y avait dans la gauche qui s'entre-déchirait ici en France. En gros, c'était fallait-il euh, suivre la voie révolutionnaire armée à la Fidel Castro ou la voie démocratique à la Salvador Allende. Et on s'est tripé comme des ennemis jurés, quoi. Jusqu'au jour où j'ai découvert que les deux plus grands amis sur le continent latino-américain étaient justement Fidel Castro et Salvador Allende. C'est-à-dire que les divisions que nous nous créions chez nous, les divisions idéologiques, n'existaient pas sur place. Le respect réciproque pour des gens qui suivaient des chemins politiques complètement différents, je me suis perdu dans ma phrase, mais bref, on s'est inventé des divisions ici qui n'existaient pas là-bas et qu'entre eux, ils se respectaient parce qu'ils reconnaissaient les conditions différentes et les différentes façons de lutter et avec un respect. Et c'est une des choses d'ailleurs que je constate et je crois qu'on peut le dire et je crois que Cuba a été un petit peu le précurseur et le donneur d'exemple dans ce domaine-là, c'est le respect de ceux qui sont sincères, de ceux qui veulent le bien, mais qui sont dans des conditions différentes et qui luttent de façon totalement différente, et surtout sans leur donner des leçons et sans les critiquer, en les appuyant. C'est Oui, une leçon que Cuba a donnée d'intégrité, je pense, d'intégrité, d'intelligence politique en fait. oui, oui. Et ça, c'est quelque chose qui existe en Amérique latine, mais je ne le verrai jamais, par exemple, je crois qu'on ne le verrait jamais ici en Europe, quoi. Oui, et puis en plus, même pas tant que, parce que on peut te dire, oui, mais bon, Fidel, Salvador Allende, ça reste le camp du socialisme, etc. Mais ce genre d'amitié fonctionnait aussi avec des Oui, dirigeants patriotiques, anti-impérialistes, qui n'étaient pas forcément socialistes. Je pense au cas du général Velasco Alvarado, par exemple, au Pérou. Il se trouve que j'ai été il y a quelques temps dans un musée qui contenait les cadeaux que Fidel Castro avait envoyés, alors c'était des armes principalement, avait envoyés au général Velasco, non? en général, on voit les armes comme cadeau. Ça. Hein? Alors tu avais de tout, tu avais des armes, tu avais des pistolets, tu avais une Kalachnikov, tu avais des couteaux, etc. Et à chaque fois, il y avait des lettres de Fidel. Non, mais c'est quelque chose d'assez surprenant. Et même à une époque plus récente, j'ai entendu AMLO du Mexique, qui n'est pas spécialement un révolutionnaire. Il a tenu un discours, mais virulemment anti-américain, anti-blocus, en proposant même de réunir de constituer une équipe, je ne sais pas comment il appelait ça, des pays du monde entier pour se dresser contre le blocus, contre Cuba, qu'il a appelé, je crois, un pays sœur ou un pays frère, ou enfin bref, il a eu des termes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours touché, qui m'a toujours encouragé, qui m'a toujours dit, tu es quand même sur la bonne voie, ce respect mutuel généralisé de gens qui sont de coloration politique complètement différente, en tout cas dans la pratique et dans les apparences. Doit y avoir quelque chose dans le fond qui les réunit, et c'est ce fond et cette intelligence politique de reconnaître ce fond qui fait que quand même, malgré tout, la gauche latino-américaine, ce n'est pas la gauche européenne. D'ailleurs, le prix Nobel de littérature portugais dont le nom m'échappe avait cette belle phrase que j'aime beaucoup. Je la cite textuellement. La gauche européenne n'a pas la moindre putain d'idée du monde dans lequel elle vit. Sous-entendu par opposition à la gauche latino-américaine. oui, tu faisais référence à Saramago. Oui, exact. Merci de me le Voilà. rappeler. Alors, Victor, on va faire une fine transition. Donc, en repartant de cette élection donc, législative qu'il y a eu à Cuba le dimanche 25 mars 2023, 26 mars, pardon, 2023, excusez-moi sur la date, c'est que cette assemblée du pouvoir populaire va devoir affronter une situation qui est tout de même assez difficile, puisque Cuba connaît
une certaine crise économique, alors qui s'explique en grande partie, notamment par la situation post-Covid. Cuba, le tourisme, la part du tourisme à Cuba dans son économie est assez importante. Cuba a fermé ses portes durant 1 an et demi, donc je vous ai imaginé ce que ça veut dire. Dans le même temps, Cuba a fait quelque chose qui, de toute façon, ne devait plus, à mon sens, être repoussé, c'est qu'il a uni les deux monnaies qui avaient cours dans l'île, donc avec aussi des conséquences sur l'inflation, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais tout ça pour dire que la situation je dirais, connaît une économie, en tout cas pas forcément facile. Donc, qu'est-ce que l'Assemblée du pouvoir populaire peut faire? Et puis, ça nous amènera tout doucement à parler, évidemment, de la plus grande cruauté qui se fait contre Cuba depuis 60 ans, qui est le blocus. Écoute, en tant qu'étranger, vivant à l'étranger, j'essaye de suivre les paroles de Simone Bolivar et d'examiner les révolutions et les révolutionnaires de très près et de les juger de très loin. Qu'est-ce que cette nouvelle assemblée pourrait faire? Je vais être brutal, hein, pas plus que les précédentes. Je crois que le pouvoir cubain a fait déjà preuve d'une résilience extraordinaire face aux conditions qui sont imposées. Le Je pouvoir est le l'utilise peuple souvent. cubain, précise. Hein? Le pouvoir est le peuple cubain. Le pouvoir est le peuple, le pouvoir représentant le peuple, dans ma tête à moi, ça ne fait qu'un, parce que bon, je me transpose dans la situation cubaine, mais tu as raison de le rappeler, a fait preuve d'une résilience, ça se dit, ça, une résistance extraordinaire. La question, j'utilise souvent l'image, c'est que de loin, on a tendance ici dans les débats à essayer de juger Cuba comme on jugerait un sportif aux Jeux Olympiques qui fait de la gymnastique au sol. Fait des mouvements, fait des pirouettes, roule, machin, fait des tas de trucs. Seulement, voilà, Cuba n'est pas sur un tapis. Cuba est sur une poutre relativement étroite où les mouvements sont limités, la chorégraphie est limitée, mais on te montre surtout pas la poutre, qui est l'embargo américain, ou plutôt le blocus, et on juge Cuba comme si c'était un gymnaste sur un tapis, en disant ah, ils pourraient faire ci, ils pourraient faire ça, pourquoi ils font pas ci, pourquoi ils font ça? Bah, tout simplement parce que Cuba n'a pas droit à l'erreur et Cuba n'a pas une marge de manœuvre. Elle a une marge de manœuvre qu'elle arrive à trouver comme ça en grappillant par-ci, par-là. Les conditions du blocus aujourd'hui relèvent de la tentative de crime contre l'humanité, contre Cuba. Et c'est un exploit que Cuba ait résisté à maintenir au moins quelques aspects prioritaires, maintien de l'éducation, maintien de la santé et maintien du processus démocratique. Parce que les tendances dictatoriales dans de telles situations seraient assez faciles. Mais Cuba, de ce point de vue-là, est assez protégé, je crois, parce que sa population est éduquée, elle a l'expérience. Les médecins à l'étranger qui reviennent, ils sont contents de revenir. Ils ont vu le monde extérieur, comment ça marche, etc., etc. Donc, elle fera ce qu'elle pourra. Il y a les conditions objectives. J'ai dit souvent aux camarades, il ne faut pas non plus demander des miracles. On peut être super bon, on peut avoir raison sur toute la ligne, on peut être super intelligent, on peut avoir 99,9% de la population derrière soi. Si on te pousse d'un avion sans parachute, tu t'écrases. Point barre. Il y a des limites à la résistance. Cuba, c'est déjà un miracle qu'elle soit encore là. Aucun pays, à mon avis, ayant subi les mêmes conditions, serait encore là pour en parler. Ça, c'est clair, net et précis pour moi. Il n'y aura pas un Alain Minc, il n'y aura pas un Macron, il n'y aura pas qui aurait pu gérer cette situation sans que l'île disparaisse de la carte, quoi. Et c'est pour ça, il faut parler des conditions qui lui sont imposées. Tout le reste, c'est juste du blabla, quoi. Et bien justement, ça va nous permettre de faire une transition puisque tu as écrit un livre, donc, Cuba sous embargo, Ouais. qui est un livre de témoignage de comment les Cubains vivent l'embargo. Donc, c'est édité aux éditions Delga. On le recommande bien évidemment. Et donc, on va essayer que tu nous expliques, ou plutôt que les Cubains dont tu as recueilli les témoignages puissent parler par ta bouche en ce moment. Eh bien, le livre, d'abord, je tiens à préciser que si sur la couverture, il y a mon nom qui figure comme auteur, le véritable auteur, ce sont évidemment les Cubains à qui j'ai laissé la parole. Oui, mais Déjà. tu les mets en,
C'est ça qui est bien. C'est pas seulement un livre de témoignages. Tu fais une petite introduction, tu remets quand même dans le contexte, même si c'est les Cubains qui expliquent, non? Oui, 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 bien sûr, mais j'aurais aimé que le livre, si tu veux, qu'on insiste là-dessus, c'est-à-dire que mon intervention n'a été que sur la forme. Donc, première chose, j'y suis allé en posant une question hyper simple. Pour vous, que représente concrètement le blocus? Et d'ailleurs, je reviens sur le terme de blocus. Le terme Cuba sous embargo a été décidé par l'éditeur, mais le sous-titre, c'est quand même Parole cubaine contre le blocus. Oui, alors, pardon, là, je vais quand même. Le titre original, puisqu'il y avait un manuscrit qui Ah, circulait oui, chez les initiés, avait un titre fantastique. Mais alors là, pour le coup, je comprends l'éditeur qui n'en ait pas voulu, parce que c'était un jeu de mots en espagnol. Le titre était Cuba sin embargo. Et donc, Cuba sans embargo, mais sin embargo, c'est aussi. Et Cuba tandis que. malgré tout, Comment? se pouvait être sous-entendu comme Cuba malgré tout et Cuba Cuba sans. malgré tout et Cuba sans blocus. Ce titre est évidemment fantastique, mais bon, ça, le lecteur français n'aurait pas compris pour le coup. Voilà. Donc, Et ça, c'était c'est pour montrer que Victor Dédage a toujours des bons mots en français, il les a aussi en espagnol, le salaud. Voilà. pas toujours, mais là, c'était évident pour moi. Boum. Donc, je suis allé avec cette question simple. Donc, premier problème que j'ai rencontré, c'est que c'est dur de faire parler à un Cubain de ses problèmes personnels. Il va dévier systématiquement sur le problème de Fulanito qui habite à côté. Et il fallait le ramener en disant non, mais c'est tes problèmes. Deuxième problème que j'ai rencontré, tous les Cubains voulaient me refaire l'historique de l'embargo. J'ai dit, je ne vais pas répéter 13 fois l'historique de l'embargo puis du blocus américain. Donc ça a été réglé dans le chapitre d'introduction qui est rédigé par Maurice Lemoine. Et donc on en est arrivé, ce qui fait que évidemment j'ai raccourci, j'ai coupé toutes les parties parce qu'à la fin je l'ai laissé parler quand même avant qu'on en arrive au fait. Et parfois même j'ai retiré mes questions lorsque le discours du Cubain interviewé était suffisamment fluide et que mes questions ne servaient qu'à relancer leur présence, ce qui fait que dans certains interviews, je me suis effacé complètement. Parce que je me suis rendu compte qu'en enlevant mes questions, leurs paroles étaient absolument cohérents et n'avaient pas besoin de mes questions. Même donc, je me suis invisibilisé. Dans d'autres interviews, je me suis imposé parce que c'était une technique plus de questions, on change de sujet, on change de truc, on réagit, etc., etc. Voilà. Et enfin, une des choses que j'ai remarqué chez les Cubains, qui m'a frappé dans ces interviews, c'est leur totale absence de haine ou de rancœur vis-à-vis du peuple américain. Jamais ça a été exprimé, et même la plupart insistaient là-dessus. Lorsque nous critiquons les États-Unis, nous ne critiquons pas le peuple des États-Unis, qui est un grand peuple, je paraphrase les phrases, euh, mais le gouvernement et les gouvernements successifs des États-Unis. Et enfin, il faut en arriver là, ces témoignages m'ont littéralement bouleversé au point qu'il y en avait certains que je n'ai pas pu mener à bout. Euh, pas la partie interview, mais la partie visite, par exemple, de l'hôpital des enfants atteints de cancer à La Havane. Et j'ai laissé mes camarades cubains qui étaient avec moi continuer le voyage et me ramener les photos. Parce que la gorge nouée, les larmes aux yeux, des témoignages de la situation qui n'était qui n'est pas vraiment descriptible comme ça. La hargne et la haine des États-Unis, la mesquinerie, est quand même impressionnante. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent à un embargo, c'est ah, je te boude, je ne vais pas te vendre des armes, ou je ne vais pas t'acheter du sucre. Et ça, c'est un embargo. Littéralement, on pourrait le voir comme ça, mais il faut faire, il faut apporter une précision. Les punitions collectives, et c'est un embargo, de par le droit international, sont des crimes contre l'humanité. Donc, quand la presse allège la situation en parlant d'un embargo contre un pays, surtout de la part des États-Unis, ce qu'ils sont en train de camoufler par les éléments de langage, c'est un crime humanitaire. Et lorsque les États-Unis prétendent appliquer leur embargo, qui sont normalement des mesures bilatérales, je, je refuse de te vendre, je ne veux plus t'acheter, je te fais la gueule, ta tête ne me revient pas, ça c'est un embargo. Mais quand ils disent
et je ne veux pas que quiconque lui adresse la parole, et tous ceux qui lui adresseront la parole, je lui pète la gueule aussi, ça commence à devenir un blocus, même si les gens et certains pinailleurs vont dire que ce n'est pas un blocus. Non, ce n'est pas un blocus, mais c'est une tentative de blocus. Et heureusement que ce n'est pas un blocus, mais ce n'est pas plus très loin d'un blocus. D'accord? Et donc, c'est une tentative de crime humanitaire qui dure depuis 60 ans. C'est le plus long tentative de crime humanitaire, le plus long blocus de l'histoire de l'humanité. Je crois que ça dépasse même le blocus que Rome avait imposé à Carthage, son concurrent. Et c'est une situation, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est reconnu par les Nations Unies. Chaque année, à l'Assemblée nationale des Nations Unies, ils votent. Tous les pays maintenant se dressent contre ce blocus. Je veux dire, même les alliés des États-Unis, il n'y a plus personne pour soutenir cette saloperie, quoi. À part Israël, l'éternel Israël, à part les États-Unis, de temps en temps, il y a un pays qui se joint à eux, qui a eu une année, puis pas l'autre année, mais grosso modo, les États-Unis et Israël qui continuent de soutenir le blocus contre Cuba. Le reste du monde, à l'unanimité, presque sans abstention. Je pense qu'il n'y aura aucune autre résolution à l'Assemblée nationale des Nations Unies qui obtient un tel vote. Tu pourrais proposer une résolution interdisant le travail des bébés ou je sais pas, ou le massacre des bébés phoques, ou je sais pas quoi, un truc, il n'aurait pas autant de votes. C'est-à-dire que 60 ans plus tard, le monde entier a compris. Apparemment, les médias n'ont toujours pas compris parce qu'ils continuent de parler d'embargo. J'ai même vu un article récent où un dépêche de l'AFP disait depuis la levée de l'embargo après la visite d'Obama, il y a même des gens qui croient que l'embargo est levé. Alors qu'en réalité, l'embargo a été renforcé année après année, surtout après la chute de l'Union soviétique, par l'infâme loi Helms-Burton, mais a été renforcé par Obama, par Trump, avec à peu près 250 mesures nouvelles. Ensuite a été encore aggravé par Biden lorsqu'il a intégré Cuba dans la liste des pays qui soutiennent le terrorisme, font la promotion du terrorisme. Et ça, même ça, par exemple, on te dit, les gens réagissent en disant, ah, c'est juste, on t'a mis dans une liste de passage, tu sais, pour le Père Noël, tu n'auras pas de cadeau cette année, on t'a mis sur la liste des... Mais en fait, l'inclusion dans cette liste entraîne des contraintes économiques d'elles-mêmes qui sont extrêmement drastiques. Par exemple, les banques ne peuvent plus traiter avec Cuba lorsqu'un pays, Cuba en l'occurrence, est présent dans cette liste. Sinon, ils prennent le risque d'avoir des rétorsions économiques hyper sévères de la part des États-Unis. En France, aujourd'hui, on ne peut plus faire un virement vers Cuba, Oui. appartenant à une banque française. Oui, alors pour que les gens se rendent compte un peu, je crois qu'il faut citer le cas de la BNP et de la Société Générale qui avait pendant un temps permis à Cuba d'utiliser leur réseau bancaire. Alors, C'était 10 milliards de dollars d'amende. Hein. oui, oui, oui. Alors, éléments de langage, Romain, ce n'est pas des amendes. Une amende, tu payes une amende à quelqu'un lorsque tu es sous sa juridiction. Tu Oui, t'es c'est une mal garé dans les rues de pétition. Paris, tu es sous la juridiction de la ville de Paris. C'est du Tu, racket. c'est l'équivalent d'un mafieux qui te susurre à l'oreille, je sais où tes enfants vont à l'école. C'est une action mafieuse. L'embargo américain contre Cuba et même contre l'Iran ne doit pas être traité comme un problème politique, ne doit pas être traité comme un problème économique, mais comme un problème criminel. C'est un problème criminel. Le seul problème en face, c'est que personne n'ose s'y opposer. Je peux te dire que l'ambassade de Cuba à Paris n'a même plus de compte en banque pour gérer l'ambassade. Ils sont obligés de s'adresser à une banque en Angleterre. Oui, Je c'était peux la te même chose pour dire le Venezuela pendant très longtemps. Je peux te dire que j'ai eu une confidence indirecte ou directe, peu importe, euh, de quelqu'un dans une grande banque française qui m'a appris que sa banque, et toutes les banques doivent être pareilles, emploie littéralement 1000 personnes, plus de 1000 personnes uniquement pour essayer de faire en sorte de ne pas tomber sous le coup des lois extraterritoriales américaines. On pourrait presque, je pourrais presque dire, et ce n'est pas dans mon habitude, de ne pas les critiquer parce que qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent d'autre? Soit elles traitent avec Cuba un tout petit marché, elles se tapent des amendes des États-Unis, des extorsions de fonds des États-Unis de plusieurs milliards, soit elles disent je ne peux pas.
Mais derrière tout ça, il faudrait un appui politique, il faudrait quelque chose, un cadre politique pour échapper aux lois extraterritoriales américaines qui sont contre le droit international d'une manière absolument flagrante. Et ça risque de s'empirer parce que j'ai entendu les Américains envisager maintenant de taper très haut et très fort. Ils en sont à envisager, à examiner s'ils peuvent soumettre la compagnie d'assurance maritime Lloyd's à l'embargo américain, c'est-à-dire que Lloyd's refuserait, qui est l'assureur des assureurs, donc c'est le sommet de la pyramide, donc même si Lloyd's n'assure pas directement les bateaux, elle assure les compagnies qui assurent les compagnies, Elle- elle- taper. alors là, Donc, je te coupe parce que je vais te donner un élément. Alors pour le coup, c'est sur le Venezuela, mais le Venezuela est aussi soumis à un blocus, alors postérieur à celui de Cuba. À l'époque, Elliot Abrams, donc, qui était le représentant ouais, du ouais, gouvernement états-unien, néoconservateur, on le connaît bien celui-là. criminel de guerre qui a mouillé dans la guerre sale en Amérique centrale dans les années 80. Elliot Abrams avait réussi à ce que les agences de notation des bateaux refusent de noter les bateaux pétroliers qui sortaient du pétrole vénézuélien. C'est-à-dire que sans note, tu ne peux pas aller à une compagnie d'assurance parce que la compagnie d'assurance va te dire, ben non, votre bateau, on ne sait C'est pas. comme si tu n'avais pas le permis, quoi. C'est comme si tu n'avais pas le permis et tu voudrais prendre une assurance d'une voiture, quoi. En gros, Je crois qu'on en est même avant, c'est-à-dire qu'on t'interdit de passer le permis et donc tu ne peux pas aller passer le permis, acheter une voiture, avoir une assurance. Et évidemment, ouais, la ouais. chaîne de... Et ça, c'est important de le souligner, Victor, parce qu'on dit toujours, oui, comme tu disais là, ouais, c'est un embargo sur les armes, sur machin. Non, 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 non. Le nickel cubain, par exemple, toutes les ambassades des États-Unis vont aller regarder dans les entreprises qui font de l'acier ou dans les entreprises automobiles Ah, qui utilisent cet acier j'ai s'il un n'y a pas témoignage. un petit gramme de nickel cubain. Et s'il y en a un, elles seront J'ai un sanctionnées. témoignage. J'ai travaillé pour Péchinet Aviatube à Nantes, qui fabrique des tubes d'aluminium pour les avions, la production. Et à la sortie de chaque tube d'aluminium, il y a une liasse de documents à produire, notamment la certification, contrôle qualité, etc. Donc, pour l'aviation, c'est une belle liasse, hein. Mais figure-toi que parallèlement à cette liasse, il y en avait une encore plus grosse. C'est la certification qu'il n'y avait pas de nickel cubain dans les tubes d'aluminium fabriqués par Péchinet Aviatube. Et Donc, je l'ai si jamais Péchiné avait du nickel cubain, on va parler des conséquences. Si jamais Péchiné avait du nickel cubain, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, Péchiné aurait été mis sur les listes du département du Trésor des États-Unis, aurait été sanctionné, aurait été déconnecté du système de paiement en dollars, aurait reçu des sanctions criminelles, comme tu disais, que moi j'ai génuinement Extorsion de appelé fonds, c'est pas avant, des amendes, c'est de l'extorsion de fonds, c'est pas de des amendes. l'extorsion de fonds, exactement. Et donc, évidemment, Légalement, ça te ruine une compagnie comme ça. ah bah, C'est une compagnie mexicaine. Alors, Victor étant avec ces exemples de son livre sur Cuba, moi, je vais en rajouter d'autres parce que c'est un système. Donc, sur le Venezuela, il y avait une compagnie mexicaine qui avait tenté de passer entre les gouttes du blocus. Et donc, ils avaient dit, mais attendez, bonne chance. oui, non, mais attends, j'avais dit, mais attends, au niveau de la loi, on parle d'échange commercial. Donc, ils avaient fait du troc. Donc, qu'est-ce qui se passait? Ils prenaient du pétrole vénézuélien et en échange, ils avaient exporté vers le Venezuela des citernes d'eau, des éléments, des pièces de rechange pour l'industrie, etc., etc. Non, 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 non. Pareil, ils ont été mis sur la liste des sanctions, sur la liste du département du Trésor. Et donc, du coup, tout leur carnet de commandes des gens qui leur achetaient des produits avait été annulé parce que les gens ne voulaient pas faire du commerce avec une entreprise qui était sur la liste du département du Trésor. Eh bien, je crois qu'en un mois, ils ont perdu 100 millions de dollars, ils ont mis la clé sous la porte. Alors, ils ont dû se déclarer en faillite et réouvrir, mais je veux dire, et évidemment, plus de commerce ni de Mais troc tu sais que, avec le tu sais Venezuela, ni avec que, Cuba, ni avec l'Iran, ni avec la Russie aujourd'hui, ni avec tous les pays qui sont sous blocus. tu sais que l'organisme qui s'appelle l'OFAC, OFAC, qui est la police du département du ministère de l'économie américaine chargé donc de contrôle de tous ces trucs-là,
et j'étais tombé dessus, c'était une audition au Sénat américain, et un sénateur s'étonnait, protestait même pas, mais s'étonnait, en examinant, je ne sais plus quoi, quelle question budgétaire, que le nombre de salariés de cette agence qui s'appelle l'OFAC, dédiée à traquer les transactions entre Cuba et les tiers, était 4 fois plus nombreux que les employés dédiés à la traque de l'argent, de la drogue ou du terrorisme. C'est pour dire l'importance que les États-Unis consacrent ou donnent à cette question. Pour eux, c'est une question essentielle. Alors ça c'est l'embargo, le blocus formel, comme je dis, mais il y a un blocus informel qui joue aussi, et ce blocus informel, c'est celui qui agit indirectement par des chantages. Exemple, une entreprise brésilienne se voit commander 2 avions d'épandage à l'époque où Cuba faisait des épandages à Cuba. Les États-Unis menacent la compagnie brésilienne de ne plus pouvoir vendre ces avions aux États-Unis, qui est un marché évidemment éminemment supérieur. Donc ça, c'est déjà un embargo informel qui vient en plus c'est-à-dire que tout excuse, tout est bon. Il y a aussi les programmes qui, d'ailleurs, il y en a un de mes interviewés qui le raconte, un programme pour acheter les médecins cubains. Et lui était médecin internationaliste en Namibie. Et lors d'un retour de voyage, il faisait la queue pour embarquer dans l'avion. Et il y a littéralement des gars qui l'ont approché, qui lui ont offert une enveloppe avec apparemment 10 000 dollars dedans et un billet d'avion pour Washington. Il suffisait qu'il fasse un pas de côté, qu'il fasse la queue au guichet d'à côté, quoi. Mm. Donc ça, et c'est un programme spécifiquement dédié aux médecins, c'est-à-dire que les Américains ont tout un programme pour essayer de détourner les médecins cubains qui sont à l'étranger. Ils ont le même programme d'ailleurs pour les diplomates cubains, en fait pour tout, quoi. Pour les Ils les sportifs? pourchassent pour les Ouais. sportifs. Alors les sportifs, c'est encore pire. Parce que les sportifs, on sait ce que peut gagner un sportif, un champion de baseball aux États-Unis, par exemple. C'est un miracle qu'il y ait encore des joueurs de baseball à Cuba. Ils pourraient tous partir là-bas et devenir des champions pour des millions de dollars de contrats, hein. Les gens me disent, ah, il y a encore un sportif qui est parti. Et moi, je réagis à chaque fois. Quoi? Il y en a qui sont restés. Pareil pour les médecins. Il y en a qui me disent, les médecins, je ne sais pas combien ils gagnent en moyenne au taux de change, mais à l'époque où on en parlait, c'était 10 dollars. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu chamboulées. Mais 10 dollars, un chirurgien, un pote à moi qui gagnait 10 dollars, mon meilleur ami de l'époque qui est mort dans un accident d'avion, il gagnait 10 dollars. Il aurait pu raisonnablement gagner 10 000 dollars à Miami pour un chirurgien. Non? Oui? Bon. Alors lui, il résistait à une culbute de 1 pour 1000. Je dis, combien de Français, combien de grandes gueules ici pourraient résister à 1 pour 1000? Allez, franchement, mais dites-le franchement. Donc quand il y en a qui me disent, ah, j'ai vu ce chiffre, je ne sais pas s'il est vrai, il y a 10% des Cubains, des médecins qui partent à l'étranger qui ne reviennent pas. Et moi, chaque fois, je suis surpris, je dis, vous voulez dire qu'il y a 90% qui reviennent? Mm. C'est incroyable. Oui, bien sûr. Incroyable. Ouais. On est Alors, dans un autre monde, Romain, on est dans un autre oui, oui, monde. tout à fait. Mais justement, je vais faire un petit peu de publicité, ça ne fait jamais de mal. Là, j'ai écrit il y a quelques années un texte qui s'appelle Le blocus contre le Venezuela expliqué à ma fille, qui est une tentative de vulgarisation totale à partir d'un exemple typiquement français, qui est l'achat d'une baguette de pain. Voilà, je vous Ah, renvoie je me souviens. vers romainmibus.info, vous le trouverez. À la limite, on le republiera dans les commentaires. Voilà. Alors toi, on revient un peu sur sur les témoignages de ton livre. Qu'est-ce qu'ils disent les Cubains? Comment ils le vivent, ce blocus au jour le jour? D'abord avec un très mauvais souvenir des années 90, juste après l'Union soviétique, quand il y a eu ce qu'ils appelaient la période spéciale. Et d'ailleurs, même moi qui étais à l'époque, mais j'étais toujours pareil, quand tu es étranger touriste, tu as des dollars, tu as une voiture de location, tu as beau essayer de te fondre avec la foule, il y a quand même des aspects du quotidien que tu ne percutes pas dessus, ou des effets indirects, par exemple. J'avais à l'époque que des amis qui habitaient au rez-de-chaussée. Je n'avais pas compris qu'un blocus, quand il n'y avait pas de pétrole, les ascenseurs ne marchent pas. Quand tu habites au 17e étage et que tu dois monter ton vélo chinois tous les jours, il y a des Cubains qui me répondent, pour rien au monde, aujourd'hui, ils ne rouleraient en vélo, quoi. Ils ne veulent plus en entendre parler. Donc, il y a eu une véritable souffrance, mais aussi une véritable fierté d'avoir résisté grâce à la solidarité, grâce au pouvoir politique cubain, justement. J'ai vu d'ailleurs, j'ai connu Cuba en 92, en pleine période spéciale, où les médecins faisaient la porte-à-porte
comptant les cachets vitaminés qui distribuaient aux anciens, la solidarité qui s'organisait. Quand j'arrivais avec un sac de 40 kilos autorisé à l'époque, rempli de médicaments, j'avais dans un sac à dos quelques slips et chaussettes de rechange, et tout le reste était que des... Et la première chose qui se passait dans la famille, quand ils ouvraient le sac, et la mère qui nous hébergeait était une anticommuniste, anti-régime, mais elle, la première chose qu'elle faisait, prenait les médicaments, commençait à les distribuer chez les voisins et les apporter à la clinique euh, locale. Mm. Donc, cette solidarité. Maintenant, le problème, c'est que les générations changent. Ce sont la plupart de cette génération en 92, c'était encore des gens qui avaient connu beaucoup la Révolution, qui avaient connu les missions africaines, qui avaient connu les missions à l'étranger, qui avaient connu les attaques américaines, la baie des cochons, tout ça. La nouvelle génération, je ne sais pas trop, on aurait aimé faire une meilleure enquête là-dessus parce que quand tu n'as pas l'expérience, quand tu n'as pas le vécu, c'est plus difficile hein, de résister, etc. Donc, j'aimerais savoir comment ça se passe aujourd'hui. Je suis plutôt optimiste parce que, à cause des chiffres, par exemple, que tu viens de donner là, on s'attend toujours à ce que ça change, mais ça ne change pas, ça reste constant. Ce qui ne veut pas dire que les Cubains sont heureux. Hein, les Cubains râlent, ils sont mécontents parce que la situation économique n'est pas bonne du tout. Cela dit, la conscience politique et je crois la conviction que ce qui arriverait après serait bien pire Mm. est quand même compris de la très grande majorité des Cubains. Oui, ce problème enfin, le problème de la jeunesse, c'est un peu toujours la même chose, je dirais. On disait, Ouais, la jeunesse n'a pas connu, la jeunesse n'a... Enfin, là, on est en train de parler de 5 générations à Cuba, non? Avec un c'est renouveau vrai, aussi c'est vrai. des cadres politiques, des métiers, des cadres sociaux. Bien sûr que la société cubaine En, change. en fait, en Quand fait, non, c'est pas mais une je société remonte pas. bloquée dans le... Hein? Si tu as fait attention, je suis pas forcément remonté à la Révolution. C'est-à-dire que l'histoire cubaine a été tellement chargée que des expériences après, tout le monde en a eu. Entre les actes terroristes, la baie des cochons, les missions internationalistes en Afrique, les missions internationalistes ailleurs, ou parfois on ne peut pas le dire où, l'agressivité américaine, le port de Mariel, le machin. Enfin, il y a toujours, l'histoire est très chargée à Cuba, donc tout le monde a des expériences très chargées. Euh, on connaît l'ennemi par cœur, on sait qui il est, on ne se fait pas d'illusions et on ne se fait pas d'illusions jusqu'où peut aller sa cruauté. Ça, c'est un des éléments qui m'a frappé, notamment dans le livre, dans la partie où on est rentré dans l'hôpital. Alors, j'aimerais préciser par rapport à ça la facilité avec laquelle on peut entrer en contact avec des responsables cubains pour les faire parler. Hum. C'est quelque chose qui est... Ça s'est fait sur les chapeaux de roue, sur place, de façon improvisée. J'ai eu droit à vice-directeur d'un hôtel, j'ai eu droit à directeur d'un centre culturel, et j'ai même rencontré le numéro 3 du régime à l'Arcon sur un coup de fil. Et Qui en à l'époque passant, était donc président de l'Assemblée nationale. Hein. on pourrait dire que c'est le numéro 3 du régime à l'époque, ouais, à peu près le numéro 3. Et sur un simple coup de fil, le lendemain, en voiture, on y est allé. On a failli passer devant le siège d'ailleurs de l'Assemblée nationale populaire, parce que tellement c'est anodin, il n'y avait pas de garde du corps, absolument aucun service d'ordre. Il y a une petite dame qui nous reçoit, nous offre du café, et 5 minutes plus tard, Alarcon arrive et discute avec nous pendant 1 heure et demie. Il est dans ton livre, non, il me semble, non? Oui, Oui. alors, la partie Alarcon, je vais faire, bah, ceux qui n'ont pas lu le bouquin, ceux qui l'ont lu, je vais quand même leur faire une petite confidence. Il y a une bonne partie de l'interview que je me suis senti obligé d'enlever. Pourquoi? Parce que sans lui dire, à Alarcon, on avait déjà posé la caméra et commencé à filmer. C'est-à-dire qu'on utilisait le film et la bande-son comme trace, quoi, parce que prendre des notes, moi, je suis incapable. Donc, il est arrivé, il s'est assis, il a commencé à parler, il nous a raconté des tas de choses. Puis à un moment donné, il dit, mais la caméra est allumée? Mhm. Et on dit, oui, depuis le début. Et je dis, est-ce que vous voulez qu'on enlève quelque chose? Et il réfléchit sur ce qu'il venait de dire, parce qu'il a dit des choses entre amis. Et il dit, non, gardez tout. Et ensuite, j'ai eu une sorte de crise de conscience en disant, ouais, il a dit, mais est-ce que, il a peut-être pas, allez, je vais être ça. Je n'ai pris que la partie où il savait que la caméra était allumée. Mhm. Donc, je n'ai pas mis dans mon bouquin tout ce qu'il nous a raconté Mhm. avant.
Tu sais que j'enregistre depuis le début, là aussi, hein? Tu veux que je garde Oui, tout? oui. Non, ah bon? Oh. Et puis quoi encore? J'ai interviewé une élève de cette fameuse école de médecine cubaine qui forme des étrangers. J'ai trouvé très touchant la partie notamment où elle explique qu'ils étaient accueillis et traités à l'égal des Cubains. C'est-à-dire qu'il y avait aucune, les Cubains ne faisaient aucune différence entre les étudiants cubains et les étudiants étrangers qui venaient étudier dans cette école euh, où il y a même des Américains d'ailleurs. Euh, et le seul point positif, si je puis dire, de l'embargo du blocus, c'est l'agriculture. Ah, explique-nous ça. Hein? Explique-nous ça. Bah oui, parce que les Cubains se sont retrouvés, ça date pas d'hier, hein, ça date des années 90. Il y a un documentaire qu'il faut avoir vu, qui n'est pas forcément un jour, mais qui explique très bien le processus, qui s'appelle Comment Cuba a survécu au pic pétrolier. Ça a été tourné par des Américains. Lorsque les Cubains se sont vus refuser engrais, produits chimiques, etc., ils ont été obligés, si je puis dire, et ils le disent comme ça d'ailleurs, obligés, pas pour des choix idéologiques, mais par contrainte, de basculer vers l'agriculture bio. Et c'est le seul cas, à ma connaissance, où un pays entier bascule d'une agriculture industrialisée à la russe, avec des grandes machines, des champs en monoculture plus ou moins, et vas-y que je te bats. Je parlais des avions d'épandage, la question ne se poserait pas aujourd'hui parce qu'on n'épandrait plus comme avant. Et donc, ils ont été obligés de basculer. Et ils se sont rendus compte que finalement, et je crois que le délai, c'est 4 ans, que l'agriculture à Cuba aujourd'hui est nettement meilleure qu'à l'époque. Les rendements sont meilleurs. Donc, c'est même une expérience qui devrait intéresser tous les écologistes de la planète. À une époque, le WWF disait que Cuba était le seul pays au monde à avoir une empreinte écologique positive. C'est exagéré, etc. Donc, on a interviewé, je suis allé visiter un organoponico, comme on appelle ça. C'est un jardin dans la ville, littéralement au pied des immeubles où tu vois des plantes, des salades, mais d'une verdure incroyable. Enfin bref, il n'y a rien comme engrais, c'est uniquement, enfin pas d'engrais chimiques en tout cas, et c'est littéralement interdit. Je crois que ça a été rentré même dans la Constitution, c'est ce que m'a dit le paysan. C'est même pas une question de là, c'est dans la Constitution. Les produits chimiques, les engrais chimiques sont interdits. Et en aucun cas, j'ai même posé la question, mais est-ce qu'il y a des cas comme ça il dit non, aucun cas, c'est fini, voilà, c'est fini. Et c'est vrai que avoir goûté à une tomate cubaine, c'est avoir retrouvé le goût d'une tomate, quoi. Donc, c'est peut-être le point positif. Il y a aussi peut-être un point positif que j'atténuerai parce que c'est pas aussi simple que ça en a l'air, mais y compris dans la médecine, le blocus a forcé les médecins cubains à étudier toutes les sciences, toutes les techniques à travers le monde. Acupuncture, par exemple, médecine traditionnelle chinoise, même homéopathie. Ils ont fait des expériences, si je puis dire, commencer par l'armée cubaine, et ils ont gardé tout ce qui marchait. Même quand, ça c'est ce qu'on va dire, on a gardé tout ce qui marchait, même quand on ne savait pas pourquoi. Donc, ce sont des gens qui ont une variété d'outils à leur disposition et qui sont même parfois, la combinaison peut surprendre. Dans mon livre, il y a un psychiatre qui explique que les schizophrènes, on les traite pour entourer un schizophrène, il y a forcément un acupuncteur, par exemple. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi un acupuncteur pour traiter de la schizophrénie. Donc, il explique que un des facteurs déclenchants de la schizophrénie, des crises, c'est la tension, la nervosité, et que l'acupuncture peut calmer le malade et lui améliorer la vie, quoi. Donc, c'est une médecine qui examine le patient sous toutes les facettes et qui propose toutes sortes de recettes j'ai l'exemple type du mari de mon ex-beau-père, de la femme de mon ex-beau-père, qui a été opérée et a été anesthésiée par hypnose. Il lui a parlé en lui tenant la main pendant qu'elle avait l'estomac ouvert. Donc ça, c'est des techniques que je pense seraient intéressantes à examiner, y compris chez nous. Victor, en mot de conclusion sur Cuba, pourquoi les Français s'adressent aux francophones ici? Alors les Français, les Belges, les Suisses, nos amis canadiens, évidemment, tous nos amis en Afrique. Pourquoi s'intéresser à Cuba? Écoute, tu sais, Cuba, sur le plan humain, avec les camarades, je me
m'oppose un tout petit peu. J'ai pas envie de glorifier le socialisme, le communisme, etc. Parce que je pense que tout part d'une aventure humaine dans un lieu, dans un moment historique donné. Les gens bien se sont retrouvés, sont entrés en action et ils ont choisi une voie. Il y a une éthique qui est systématique chez les Cubains, qui est reconnue y compris par leurs adversaires, une éthique politique. Ça peut surprendre, mais quelqu'un m'a dit un jour, et je me souviendrai toute ma vie de ça, est-ce que tu te rends compte, Victor, qu'à Cuba, dans le monde politique, dans le milieu politique, c'est peut-être le dernier lieu où on parle encore du mot, où on utilise encore le mot éthique. Et je l'ai vu à l'œuvre plus d'une fois, et je pense que les diplomates qui ont eu affaire aux Cubains euh, ont eu droit à y goûter. C'est-à-dire que les Cubains ne transigent, par exemple, jamais sur les principes. Et c'est un avantage politique parce que l'adversaire sait que ce n'est même pas la peine d'essayer de transiger parce que c'est des principes. Donc, le respect de l'autre, quelque chose d'absolument profond chez les Cubains, le respect de toutes les formes de lutte à travers le monde, la solidarité dont Cuba a fait preuve. Euh, Comme je l'ai dit, il n'y a pas un seul dirigeant actuel de la gauche latino-américaine qui ne doit pas quelque chose à Cuba directement ou indirectement. Il n'y a pas un seul, c'est pas vrai. Et aider Cuba, pour moi, c'est un peu la théorie du levier. Cuba est un levier. Euh, Lorsque tu aides Cuba, Cuba en échange aide plein de gens. Aide Haïti, aide le Botswana, aide la Namibie, aide partout dans le monde. Donc, quand tu aides Cuba, tu es en train de t'appuyer sur un levier et l'aide que tu apportes à Cuba se voit démultipliée à travers le monde. Ne serait-ce que pour des questions d'efficacité, on a tous intérêt à aider Cuba parce qu'ils font 10 fois plus que nous en serions capables. Et donc, ton argent, ton appui, ton aide est extrêmement bien investi en aidant Cuba. Eh bien, écoute, Victor, ça sera les mots de la fin, mais pas seulement, parce que je voudrais finir notre petit dialogue en citant un ami à toi qui est décédé il y a quelques années, malheureusement, Ibrahim Alfonso. Un texte très beau que j'ai sous les yeux, où dans un dialogue que tu avais avec lui, il te répond: que ce soit bien clair, nous avons commis des erreurs évidemment et nous en commettrons d'autres. Mais je peux te dire une chose, jamais nous n'abandonnerons le combat pour un monde meilleur, jamais nous ne baisserons la garde devant l'Empire, jamais nous ne sacrifierons le peuple au profit d'une minorité. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait non seulement pour nous, mais aussi pour l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, les générations futures. Nous avons fait tout ce que nous avons pu, et parfois plus, sans rien demander en échange. Rien, jamais. Alors tu peux redire à tes amis de gauche en Europe que leurs critiques ne nous concernent pas, ne nous touchent pas, ne nous impressionnent pas. Nous avons fait une révolution. Quelle est leur légitimité à ces gens? Qu'ils fassent une révolution chez eux pour commencer. Oh, pas forcément une grande. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Disons une petite. Juste assez pour pouvoir prétendre qu'ils savent de quoi ils parlent. Et là, lorsque l'ennemi se déchaînera, lorsque le toit leur tombera sur la tête, ils viendront me voir, je les attendrai avec une bouteille de rhum. Ibrahim Alfonso, un internationaliste cubain, ami de Victor. Je crois que tout est résumé là dans cette petite extrait. Tout. Victor, merci beaucoup pour ce dialogue. Voilà, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux, etc., à avoir ce débat permanent sur Cuba, sur l'Amérique latine. N'hésitez pas, si vous le pouvez, à faire des gestes de solidarité, bien entendu, avec Cuba. Et puis, évidemment, nous vous invitons aussi à faire un geste de solidarité pour les deux rives, puisque les deux rives ne reçoit de contribution d'aucun empire, ni même de Cuba socialiste. Alors, nous ne comptons que sur vous. Allez sur notre site www.lesdeuxrives.info, cliquez sur « Soutenez-nous » et faites un geste dans la mesure de vos moyens. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.